Bonjour, je présente aujourd'hui la 74e vidéo de mon programme pour l'élection présidentielle, celui du Rassemblement pour la démondialisation. Cette 74e vidéo porte sur le 5e principe fondamental de politique économique que j'ai développé pour réencastrer l'économie dans la nation et dans la démocratie, sujet que j'avais traité dans la vidéo 35. Je rappelle ces 6 principes. Premièrement, organiser la délibération publique pour définir les besoins de la population. Deuxièmement, définir les domaines stratégiques nécessaires à la satisfaction des besoins de la population et planifier leur mise en œuvre. Troisièmement, transférer ou restituer à la nation les entreprises stratégiques. Quatrièmement, engager la mutation écologique du mode de production. Cinquièmement, sortir le travail, la terre, la monnaie et le commerce international de l'univers du marché. Et c'est ce sujet que nous allons traiter aujourd'hui. Principe 6, que nous allons étudier dans la prochaine vidéo, éradiquer l'esprit et la mentalité de marché, promouvoir les valeurs du bien-vivre. La dynamique du système capitaliste le pousse en permanence à universaliser le marché, c'est-à-dire non seulement à l'étendre sur le plan géographique, mais aussi à l'étendre du domaine des biens matériels au travail, à la terre, à la monnaie et au commerce international. On voit qu'il veut même l'étendre aujourd'hui au corps humain. Ce ne sont là toutefois que des marchandises fictives. Elles touchent en effet respectivement à l'être humain, à la nature, au pouvoir, aux relations entre nations. Tout ça, ce ne sont pas des marchandises. Ces 4 éléments, le travail, la terre, la monnaie, le commerce international, ne peuvent pas dans la réalité être totalement soumis à des mécanismes de marché, sans provoquer d'immenses effets destructeurs sur les sociétés, comme nous l'observons quotidiennement depuis plusieurs décennies. C'est pourtant le changement fondamental, un des changements fondamentaux produits par le capitalisme néolibéral, qui avance sans discontinuer vers la plus complète transformation possible du travail, de la terre, de la monnaie et du commerce international en marchandises. Il traite ces éléments comme s'ils avaient été produits dans le seul but d'être vendus comme des marchandises ordinaires, alors que ce ne sont pas et ce ne seront jamais d'authentiques marchandises. Si le travail, la terre, la monnaie, tout ce qui circule grâce au commerce international peuvent être achetés ou vendus librement, le mécanisme du marché leur sera appliqué avec une offre et une demande. Il y aura donc un prix de marché. Pour l'usage de la force de travail, c'est le salaire. Pour l'usage de la terre, c'est la rente. Pour l'usage de la monnaie, c'est l'intérêt. Pour l'usage de ce qui circule grâce au commerce international, c'est-à-dire les relations entre nations. Travail, terre, monnaie, commerce international ont désormais leur propre marché, semblable à ceux des marchandises authentiques que l'on produit grâce à eux. Le travail n'est qu'un autre nom donné à l'homme. La terre n'est qu'un autre nom donné à la nature. La monnaie n'est qu'un autre nom donné au pouvoir. Le commerce international n'est qu'un autre nom donné aux relations internationales et à leur rapport de force. Par l'illusion que la marchandise s'applique à ces 4 catégories, l'être humain et la nature sont soumis à un mécanisme naturel qui les dépasse et sur lequel ils ne peuvent plus avoir de prise. La prospérité matérielle promise par ce système ne repose que sur les motivations de la faim et du gain. La crainte de mourir de faim pour les pauvres et l'appât du gain pour les riches et les demi-riches. La fiction de la marchandise appliquée au travail, à la terre, à la monnaie et au commerce international permet le passage de l'économie de marché à la société de marché. Étrangement,
Avec la société de marché, la société qui est un tout indissociable se trouve alors encastrée dans une partie d'elle-même qui est le mécanisme de sa propre économie. Sortir de la société de marché passe impérativement par la sortie des logiques marchandes appliquées au travail, à la terre, à la monnaie et au commerce international. Demandons-nous si le travail est vraiment une marchandise et s'il peut le devenir. Certes, le travail est produit, mais pas pour être vendu, pour permettre au contraire, grâce à son résultat, de répondre aux besoins humains. Le travail ne doit plus être considéré comme une vulgaire marchandise ayant un prix, le salaire, évoluant selon les quantités offertes sur le marché du travail, le marché entre guillemets. Il ne doit plus être le prix de la marchandise force de travail. Le salaire ne doit plus dépendre entièrement de la seule responsabilité de l'employeur, que ce dernier soit d'ailleurs privé ou public. Comme pour les pensions dans les systèmes par répartition dont la gestion est mutualisée, le salaire doit également avoir une partie mutualisée, favorable bien sûr aux salariés, particulièrement à ceux travaillant dans de petites et moyennes entreprises, mais aussi à leurs employeurs. Cette évolution en entraîne une autre, la fin de la relation de subordination du salarié vis-à-vis de son employeur. Ces questions seront abordées dans la partie 7 de mon programme. Si le travail n'est plus une marchandise, il ne peut plus y avoir d'armée de réserve, c'est-à-dire les chômeurs. Il ne peut plus y avoir de chômage, ni de précarité. Toutes les personnes disponibles et volontaires peuvent se mettre au service de la collectivité en contribuant par leur travail à répondre à ses besoins. C'est pour ça que nous sommes totalement opposés au revenu universel. C'est l'État qui est dans ce cas l'employeur en dernier ressort, dans le cadre du droit opposable à l'emploi. La production et la répartition des biens et services seront ainsi réencastrés dans des rapports sociaux de type non économique. Ni le travail ni la répartition des biens et services ne seront accomplis uniquement pour des raisons économiques, c'est-à-dire en vue du gain pour les autres ou par crainte de souffrir individuellement de la faim pour les autres. Un terme sera mis à l'exploitation de la force de travail. Demandons-nous maintenant si la terre est, peut et doit devenir une marchandise. Certes, la terre a été produite puisqu'elle est là. Par qui ? Mais la terre ne doit plus être considérée comme une simple marchandise, inépuisable, ce qui revient à croire à la magie. D'ailleurs, c'est l'homme qui appartient à la terre, et non la terre à l'homme. Il peut paraître paradoxal que le parti de la démondialisation se prononce néanmoins pour la propriété individuelle de la terre et sa transmission par hérédité. La terre comme bien commun n'est pourtant pas incompatible avec la terre comme propriété individuelle. En effet, au-delà des principes abstraits, l'expérience de l'histoire a montré que la terre devait appartenir à celui qui la travaille. Les expériences désastreuses en la matière des pays qui se réclamaient du socialisme le confirment. La propriété de la terre peut donc être individuelle, l'État conservant de toute manière un droit de préemption et d'expropriation comme aujourd'hui. La terre ne doit plus pouvoir s'acheter et se vendre comme une simple marchandise sur un marché, particulièrement les terres agricoles. Déjà, aujourd'hui, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, les SAFER, jouent un rôle majeur dans l'aménagement du territoire rural. Elles font des études foncières, achètent, vendent et gèrent des biens agricoles, forestiers et ruraux. Elles les revendent à des agriculteurs ou à des collectivités, des établissements publics, par exemple des conservatoires du littoral, des parcs, des agences, etc., à des personnes privées,
dont les projets répondent à l'objectif de ces missions. Elles peuvent stocker des terrains et les louer temporairement à des agriculteurs. Elles peuvent réaliser des travaux d'aménagement pour améliorer les conditions d'exploitation, pour entretenir les paysages. Elles ont un droit de préemption. Ces dispositions doivent être étendues aux terres non agricoles. Demandons-nous maintenant si la monnaie peut être vraiment une marchandise, si elle doit l'être. Certes, la monnaie a été produite et elle peut être achetée et vendue aujourd'hui. Mais elle échappe alors aux autorités publiques et ne relève plus que du marché. C'est pourquoi la monnaie ne doit plus être une simple marchandise. Seul l'État doit pouvoir la produire. Son usage doit être limité à l'achat de biens et de services, en dehors de toute utilisation spéculative. Ces différentes questions ont été largement développées dans la partie 3 de mon programme. Je n'y reviens pas ici. Demandons-nous enfin si le commerce international peut être vraiment une marchandise. Certes, les marchandises faisant l'objet d'un commerce international ont été produites, mais ce commerce, s'il se réduit à un simple marché, efface ce qui en fait l'essence, c'est-à-dire des relations politiques au sens large entre nations. Le commerce international ne peut donc pas être un simple marché. Tous les biens et services produits en France ne peuvent pas être en accès libre pour les pays étrangers, pour tous les pays étrangers. De la même manière, tous les biens et les services produits à l'étranger ne peuvent pas être en accès libre pour les Français. Des limites sont nécessaires pour diminuer les échanges internationaux sources de pollution, pour consacrer l'essentiel des échanges internationaux aux biens et services indispensables, pour favoriser la production des biens et services dont chaque pays a vraiment besoin dans les pays en question, pour préserver la souveraineté alimentaire et économique de chaque pays, pour éviter l'endettement extérieur et le déséquilibre de la balance commerciale, pour déterminer un système de prix ne dépendant pas du marché. Parfois, les exportations peuvent avoir un prix inférieur au marché pour favoriser la coopération avec certains pays. Parfois, le prix peut être supérieur pour des importations, par la fiscalité, les droits de douane, pour réduire les flux. Le commerce international est nécessaire, mais il doit relever des relations politiques entre nations, pas du marché. Dans ce dernier cas, l'action prééminente des grandes firmes multinationales, fondées sur la concurrence, ne peut que susciter tensions et conflits. Ce n'est pas à elles de juger de la paix et de la guerre, même de la guerre commerciale. Ces constats et ces réflexions amènent à la conclusion qu'il faut sortir de l'euro si nous voulons nous réapproprier la monnaie et contribuer et contrôler les banques, sortir de l'Organisation mondiale du commerce pour contrôler le commerce. Plus généralement, il faut démarchandiser. En premier lieu, le travail, la terre, la monnaie et le commerce international.